Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez incroyable, celle d'une famille, les Carolingiens, qui est partie de presque rien pour bâtir un empire immense, un empire qui a carrément façonné ce que sera le Moyen Âge. Alors, pour démarrer, une question qui peut paraître simple. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de rois de France qui se sont appelés Louis? 18 quand même. On pourrait se dire que c'est juste un hasard, une coïncidence. Mais bon, en histoire, les coïncidences, c'est rare. Et en fait, cette série de Louis, c'est la clé pour comprendre une histoire bien plus vaste. Parce que, pour trouver la réponse, il ne faut pas commencer avec un roi. Non, il faut remonter le temps, jusqu'à un empire. Un empire qui a littéralement jeté les bases de l'Europe telle qu'on la connaît. On parle d'une époque pleine de bruit et de fureur, une époque d'ambition démesurée, où les fondations de la France, de l'Allemagne et même de l'idée d'Europe étaient en train de prendre forme. Alors voilà le plan pour aujourd'hui. D'abord, on verra comment cette famille est passée de l'ombre au trône, de Merse à monarque. Ensuite, on se concentrera sur la superstar de la famille, Charlemagne, et la création de son empire. Troisième point, comment on gouverne un territoire aussi immense. On regardera ça en détail. Puis, inévitablement, la chute, l'empire divisé. Et enfin, on fera le bilan. Quel est l'héritage des Carolingiens? Allez, c'est parti. Première partie des méromonarques ou l'ascension d'une dynastie. Alors tout commence par une prise de pouvoir. Mais attention, pas un coup d'état sanglant et brutal. Non, quelque chose de bien plus malin. Parce que les Carolingiens, au départ, ils ne sont pas rois. Et ils ont compris qu'il y avait une manière plus intelligente de s'emparer du pouvoir. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène. D'un côté, vous avez les rois officiels, les Mérovingiens. Bon, ils ont la couronne, le titre, tout ça, mais dans les faits, leur pouvoir est quasi nul. On les surnomme même les rois fainéants, c'est dire. Et de l'autre côté, il y a les Carolingiens. Eux, ils n'ont pas la couronne, mais ils ont le vrai pouvoir. Ils contrôlent l'armée, ils gèrent le royaume au quotidien. Ce sont les fameux maires du palais. Maire du palais, ça veut dire quoi au juste? C'est simple. Imaginez un premier ministre qui aurait tous les pouvoirs, mais vraiment tous, pendant que le roi, lui, ne ferait que couper des rubans et assister à des cérémonies. C'était exactement ça. Le maire du palais, c'était l'homme le plus puissant du royaume, mais sans le titre de roi. Autant dire la position idéale pour préparer tranquillement son coup. Et cette ascension, elle est l'œuvre de 3 hommes, 3 générations. On a d'abord le patriarche, Pépin de Landenne, celui qui installe la famille au cœur du pouvoir. Puis vient le plus célèbre, le guerrier, Charles Martel, le marteau. On en reparle juste après. Et enfin, le fils de Charles, Pépin le Bref. C'est lui qui va franchir la dernière étape. Il va faire un coup de génie. Il envoie une lettre au pape et lui pose une question toute simple. Au fond, qui devrait être roi? Celui qui n'a que le titre ou celui qui exerce réellement le pouvoir? La réponse du pape est claire. Celui qui a le pouvoir. Et hop, fin des Mérovingiens, début des Carolingiens. 732, cette date, elle est absolument cruciale. C'est la fameuse bataille de Poitiers. C'est là que Charles Martel va stopper l'avancée des armées omeyyades venues d'Espagne. C'est une victoire retentissante qui lui vaut son surnom, Martel, le marteau, celui qui frappe. Mais surtout, ça donne à sa famille un prestige absolument immense. Ils ne sont plus juste des politiciens labiles, ils sont les sauveurs, les défenseur de la chrétienté. Deuxième partie, Charlemagne forgeait un empire. Avec ce prestige et ce pouvoir, la scène est prête pour le petit-fils de Charles Martel, le personnage le plus grand, le plus célèbre de la dynastie, un nom dont le nom, Charlemagne, veut littéralement dire Charles le Grand. Et quand on dit plus grand que nature, le mot est faible. Les descriptions qu'on a de lui à l'époque sont incroyables. On nous dit qu'il était immense, qu'il mesurait 7 fois la longueur de son propre pied, qu'il avait des yeux si perçants que quand il était en colère, il brillait comme des pierres précieuses. Assez fort, dit-on, pour redresser 3 fers à cheval à main nue ou même pour soulever un chevalier en armure complète sur la paume de sa main. Alors légende ou réalité, sûrement un peu des deux, mais ça en dit long sur l'impression qu'il laissait. C'était un leader charismatique, un homme qui en imposait. Et cette énergie, il l'a mise au service de la guerre. Son règne, c'est une succession quasi ininterrompue de campagnes militaires, plus de 50. Il passe sa vie à cheval, à la tête de ses armées, il soumet les Saxons, conquiert le royaume des Lombards en Italie, la Bavière, il repousse les frontières de son royaume partout. Le résultat est simple, il a hérité d'un gros royaume et il en a fait un empire. Il a tout simplement doublé sa superficie. On n'avait pas vu un territoire aussi vaste, uni sous une seule autorité en Occident, depuis la fin de l'Empire romain. Et puis arrive le moment de la consécration suprême. On est le jour de Noël en l'an 800. Le lieu, Rome. Charlemagne est là et le pape Léon III pose une couronne sur sa tête et le déclare empereur des Romains. Le titre était vacant en Occident depuis plus de 300 ans. C'est un geste d'une portée immense. Le message est clair, l'Empire romain est de retour et Charlemagne est son nouvel empereur, son nouveau César. Troisième partie, gouverner un vaste royaume. Les innovations de Charlemagne. Parce que oui, conquérir un territoire, c'est une chose. Le gouverner, le faire tenir ensemble, c'en est une autre. Surtout à cette époque.
Comment on fait pour imposer sa loi et maintenir l'ordre sur un territoire aussi gigantesque, sans téléphone, sans Internet, sans même de bonnes routes partout? Eh bien, Charlemagne va mettre en place une institution géniale, les missi dominici. Littéralement, ça veut dire les envoyés du maître. Et c'est exactement ce qu'ils sont. Ce sont les yeux et les oreilles de l'empereur sur tout le territoire. Ils voyagent toujours par deux, un laïc, souvent un comte, et un homme d'église, un évêque. Leur mission? Parcourir l'Empire, inspecter le travail des administrateurs locaux, s'assurer que les lois de Charlemagne sont bien appliquées, que la justice est bien rendue. Bref, c'est le rouage essentiel de son administration centralisée. Mais l'administration seule ne peut pas tout faire. L'autre pilier de l'Empire, ce qu'il fait vraiment tenir, c'est un réseau de loyauté personnelle. C'est le système de la vassalité. L'idée simple, c'est un deal, un seigneur, un homme puissant, donne à un guerrier, son vassal, un bien, souvent une terre, et lui promet sa protection. En échange, le vassal lui jure une fidélité absolue et s'engage à combattre pour lui. C'est ce serment qui va lier toutes les ligues guerrières, de proche en proche jusqu'à l'empereur lui-même. Et ce n'est pas juste une signature sur un papier, la cérémonie est très physique, très symbolique. Le vassal s'agenouille et place ses mains jointes entre celles de son seigneur. Ensuite, il prête serment sur des reliques ou sur la Bible. C'est un engagement sacré, d'homme à homme. Et c'est cette pyramide d'engagement personnel qui permet à Charlemagne de lever ses armées et de faire tenir son empire. Mais Charlemagne, ce n'est pas juste un guerrier et un administrateur, c'est aussi un homme qui a compris le pouvoir de la culture et du savoir. Il va provoquer une véritable renaissance intellectuelle. Il fait venir à sa cour les plus grands savants de son temps, il encourage l'ouverture d'écoles, il ordonne aux moines de recopier les textes anciens, qu'ils soient religieux ou païens. D'ailleurs, si on peut encore lire plein d'auteurs latins aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ce travail de copie. Il va même jusqu'à standardiser l'écriture pour la rendre plus lisible et plus simple. C'est la naissance de la minuscule caroline, qui est tout simplement l'ancêtre de nos lettres minuscules actuelles. 4e partie. Un empire divisé. Le problème de la succession. Et oui, c'est le problème avec les empires construits par un seul homme. Un édifice aussi immense, qui reposait tant sur la personnalité, l'énergie et l'autorité de Charlemagne, pouvait-il lui survivre? La question va se poser de façon tragique dès sa mort. Le problème, c'est le successeur. Le contraste entre le père, Charlemagne, et son fils, Louis le Pieux, est total. D'un côté, Charlemagne, l'énergie incarnée, l'homme d'action, le guerrier. De l'autre, Louis, un homme profondément religieux, cultivé, mais aussi indécis, presque tourmenté. Il n'a pas la poigne de son père. Une chronique de l'époque le décrit parfaitement. Il avait une âme de moine dans un corps de guerrier. Et cette âme de moine va avoir du mal à tenir les rênes d'un empire de guerriers. Et la suite, elle est malheureusement prévisible. En 814, Charlemagne meurt. Son fils Louis le Pieux hérite de l'Empire, unifié. Mais pendant son règne, les tensions montent déjà. Et à sa mort, en 840, c'est l'explosion. Ses trois fils, au lieu de s'entendre, se jettent dans une guerre civile terrible pour se partager le gâteau. En 3 petites années, le rêve d'unité de Charlemagne vole en éclats. Cette guerre se termine par un traité de paix, ou plutôt de partage, en 843. C'est le fameux traité de Verdun. Et là, l'empire de Charlemagne est officiellement coupé en 3. Regardez, à l'ouest, la Francie occidentale, pour Charles le Chauve. C'est l'embryon de la future France. À l'est, la Francie orientale, pour Louis le Germanique. C'est la future Allemagne. Et entre les deux, une longue bande de terre un peu bizarre, la Francie médiane, qui va de l'Italie aux Pays-Bas, pour l'aîné Lothaire. C'est un moment absolument fondateur. La matrice de l'Europe moderne vient d'être créée. 5e et dernière partie, l'héritage carolingien, la naissance de l'Europe. Alors, quel est le bilan de toute cette histoire? On pourrait se dire que c'est un échec, puisque l'Empire a disparu si vite. Mais ce serait une erreur, parce que même si l'Empire est mort, son héritage, lui, est bien vivant. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Eh bien, premièrement, les fondations de la France et de l'Allemagne. Le partage de 843, c'est l'acte de naissance de ces deux grands pays européens. Deuxièmement, la structure de la société. Le système de vassalité qu'ils ont développé, ça va devenir le socle de la féodalité qui va dominer tout le Moyen-Âge. Troisièmement, une idée. L'idée d'une Europe chrétienne unie, d'un espace politique et culturel commun. Ce rêve d'un empire européen, il va hanter l'histoire du continent pendant des siècles. Et enfin, et on boucle la boucle, la réponse à notre toute première question. Le fils unique et héritier de Charlemagne s'appelait Louis, Louis le Pieux. Pour honorer ce premier successeur de l'empereur, le nom Louis va devenir le nom des rois par excellence dans la partie ouest de l'Empire, en France. Et c'est de là que vient cette tradition qui va durer 1000 ans et nous donner 18 rois de France nommés Louis. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour réfléchir. La fin de l'Empire de Charlemagne, est-ce que c'était un échec ou est-ce que c'était au contraire l'accouchement, peut-être douloureux mais nécessaire, des nations qui allaient former l'Europe? Autrement dit, est-ce que l'unité était un réel impossible et est-ce que c'est de cette fragmentation qu'est née l'Europe moderne?
C'est une excellente question et comme souvent en histoire, il n'y a pas de réponse simple.